Bonjour à tous, nous voilà tout prêts pour ce nouveau webinaire InfoRisque. Eh bien, en tout cas, merci pour votre participation donc à ce nouveau webinaire InfoRisque et puis à ce nouvel épisode, les midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors, une petite chose quand même que je dois également vous adresser nos remerciements parce que vous êtes pour votre fidélité, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet au cœur de tellement d'organisations, la culture sécurité. Et ça sera l'occasion d'évoquer avec vous le nouveau Smart Safety. Alors, nous avons convenu avec mon invité de découper notre échange autour de 5 axes, qui sera le diagnostic, combattre ou valider la perception d'un état des lieux, comment accompagner le changement, nous aborderons les différents outils et l'apport des neurosciences. Mm. Nous verrons ensuite l'importance du respect des étapes à suivre pour cette mise en place. Et enfin, pourquoi une collaboration d'un partenaire externe versus un travail purement interne. Alors, pour évoquer ces sujets passionnants, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Kapuscinski, qui est Sales Manager spécialisé en culture sécurité, FOH, implication du management, réduction des AT. Grégory, bonjour. Bonjour François, un grand merci Alors, pour l'invitation InfoRisque. eh bien, avec en tout cas grand plaisir pour parler culture de sécurité. Voilà, nous sommes toujours ouverts. Alors, Grégory, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, peut-être 2 mots sur la société Fullmark. Oui, effectivement, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, Fullmark, c'est une société belge qui a à peu près 40 ans d'existence maintenant, d'expérience en matière de prévention et de sécurité, avec comme particularité, comme ADN, on va dire, le facteur humain, un vaste sujet, et comme philosophie, on va dire, le changement justement de comportement en matière de culture sécurité et de culture d'entreprise. Et pourquoi on a pris cet angle-là très, très tôt, hein, il y a quelques années maintenant? Parce qu'on sait aujourd'hui, 80 à 90% des accidents, des événements de sécurité ont un lien avec le comportement humain. Alors, je ne dis pas que les gens sont coupables, mais ils sont responsables, on le verra dans le contenu de On notre verra. échange par rapport à ça. Et nous, on est convaincus que voilà, en changeant profondément les cultures sécurité, organisationnellement, techniquement et forcément humainement, on peut réduire les accidents du travail. Alors, une petite précision quand même pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Vous avez en bas de votre écran un petit onglet Q et R pour les questions-réponses. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, puisque nous allons voilà, nous allons échanger avec Grégory durant ces 30 premières minutes. Puis on vous laissera la parole pendant les 15 dernières minutes pour justement pouvoir répondre à vos interrogations, parce que je pense qu'elles devraient être nombreuses. Alors, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, la question du diagnostic. Alors, en préparant tout cela, nous avons parlé ensemble, Grégory, de combattre ou valider la perception d'un état des lieux. Et ça demande quand même quelques éclaircissements. Et puis, dites-nous en plus. Tout à fait. En fait, cette fameuse perception est souvent un ennemi, on va dire, quand on commence un programme d'accompagnement dans les entreprises. Et le premier postulat de départ qu'on aime bien faire et qu'il est important de faire, je pense, c'est de partir de la réalité de terrain. Et en préparant un petit peu cet échange aujourd'hui avec vous, François, je suis allé rechercher dans les dernières demandes de ces dernières semaines, derniers mois, les phrases qu'on reçoit régulièrement, les demandes qu'on reçoit régulièrement. Et je vous les mets à l'écran, alors vraiment en mode un peu plic-ploc comme ça rapidement, ce qu'on a reçu. Donc nous voulons monter en maturité. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on entend quand on est en entreprise. Et cette maturité, justement, on va l'évoquer juste après. Qu'est-ce que ça signifie? D'où on part et jusqu'où on veut aller. Comment faire pour développer cette fameuse culture sécurité? On verra que ça prend du temps. Nos collaborateurs ne sont pas du tout impliqués. Et l'implication, on va voir que ce n'est pas naturel, ça ne se décrète pas, et c'est même un processus. Nous souhaitons changer le comportement de nos collaborateurs, donc on en a parlé. On n'est pas bon, on stagne. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, que je reçois régulièrement. C'est souvent quand le taux de fréquence, taux de gravité, quand le nombre d'accidents stagne un petit peu, quand on est entre 0 et 10, et d'année en année, on n'arrive plus à bouger ces indicateurs-là. Notre objectif, zéro accident. Ça, c'était un webinaire que vous avez fait il y a quelques semaines également. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, mais on va en discuter. L'objectif est louable, mais la façon d'y arriver est aussi très intéressante. Nous devons sanctionner beaucoup plus. Ça, c'est quelque chose qu'on entend également beaucoup.
ça va plus, les gens ne respectent pas les règles, mais à partir de demain, on va sanctionner nos collaborateurs et on va voir que c'est un angle qui peut être également très intéressant. Et le dernier, c'est la sécurité, c'est notre priorité. Alors ça, voilà, C'est on bien sort, ça. oui, c'est plutôt pas mal. On sort des comités de direction, on dit, il n'y a pas de souci, nous, on porte le projet, la sécurité fait partie de notre priorité, c'est même notre priorité. Et si je vous pose la question, François, est-ce que la sécurité doit être la priorité en entreprise? Vous allez me dire, Ah, pour moi, oui, oui. forcément. Eh ben non. Notre postulat de départ, c'est que la sécurité ne doit surtout pas être la priorité d'une entreprise. Pourquoi? Parce que, par définition, bah, une priorité, ça change énormément. Je prends souvent l'exemple d'une entreprise, d'un groupe qu'on a suivi post-Covid, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a en fait créé un site de production, un tout nouveau site de production, tout neuf, tout beau, avec un bel outil de production. Et donc, ils ont mis forcément un directeur de site hein, sur place. Et sa priorité, selon vous, qu'est-ce que ça a été? Bah, ça a été de, en fait, avoir un outil de production qui fonctionne à 80% au bout d'une année, grosso modo. Que vraiment une productivité, une production importante au bout d'un an. Et au bout d'un an, effectivement, je crois qu'ils ont eu 84-85% d'utilisation de l'outil de production. Donc, très bien, objectif réussi. Et pourtant, la personne a été, alors pas virée hein, dans ces entreprises-là, ils ont été plutôt bougés, on va dire. Mais est-ce que vous savez pourquoi il a été bougé? Parce qu'au bout d'un an, bah, il a eu des accidents. Et donc, on a mis un nouveau directeur qui a eu comme priorité bah, la sécurité, on va dire. Donc, vous voyez, la sécurité ne peut pas être l'objectif principal annoncé partout. Bien sûr qu'il doit être là en filigrane, mais si on annonce ça comme un nouveau programme, cette année on va faire de la sécurité, c'est notre priorité, pas du tout. Les priorités, et je vous l'ai montré par l'exemple, ça change toutes les semaines, on va dire, en quelque sorte. Et donc, ce qui est Alors, important de... Oui, non, 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 bah, allez-y, Grégory, parce qu'effectivement, c'est intéressant ce retour direct, parce que là, c'est effectivement les retours directs des demandes. Et je pense qu'il y a un certain nombre de, des personnes de la communauté qui vont réagir certainement à ces. Parce que c'est un vrai sujet qui peut demander débat, mais c'est intéressant effectivement de le poser, je dirais, comme en préambule. Mais tout voilà. de suite, donc, du coup, ce diagnostic, parce que oui, Voilà. finalement, il est bien perçu par tout le monde, ce diagnostic. Bah, ça dépend comment on va l'utiliser, effectivement. Parce que je peux vous parler de perception au démarrage. Souvent, dans les entreprises, que ce soit le top management, mais les équipes sécurité, ont déjà une idée de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui fonctionne. Et donc, ont une perception, une croyance sur mon site, on n'est pas bon, on a beaucoup d'accidents parce que je le sais, les managers ne font pas ci, parce que mes collaborateurs ne font pas ça, etc. Ce qui est intéressant quand on fait un programme d'accompagnement de culture sécurité, c'est forcément de partir d'un vrai postulat objectif de départ, une vraie photographie de la situation à l'instant T, qui peut-être va confirmer les croyances, mais peut-être pas. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc, on se base sur différentes méthodologies. Il y a cette courbe de Bradley qui est sûrement très, très connue des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Bradley, c'est un Canadien dans les années 95 qui a fait une corrélation entre le comportement des collaborateurs en entreprise et le taux d'accidentologie. Il en a fait quatre grandes catégories, hein. Je vous le fais très rapidement. Le côté très réactif. Donc là, la sécurité n'est pas du tout un instinct naturel. On est vraiment dans l'obéissance. Si je prenais un exemple très simple, je pourrais dire, voilà, c'est vous demandez à quelqu'un de mettre ses EPI. Ça ne l'intéresse pas de mettre les EPI. La sécurité, bon, on ne vient pas l'embêter avec ça. Mais si vous lui demandez, éventuellement, il va le faire. Il est en réaction par rapport à vous. Il va vous obéir. Il va mettre ses EPI. Donc là, forcément, le zéro accident, c'est une hérésie. Et la sécurité, ce n'est pas vraiment pour le coup une priorité si on devait reprendre le terme. Deuxième étape, c'est le dépendant. C'est-à-dire que là, si vous lui demandez de mettre ses EPI, bah, il va les mettre. Vous êtes là, il va vous faire plaisir, il va les mettre. Il y a la supervision, il y a peut-être un peu de peur éventuellement derrière. Et donc, il va vraiment mettre ses EPI. Par contre, si vous n'êtes pas là, il ne va pas les mettre. Donc là, on a un niveau de sécurité qui est un peu meilleur, mais ce n'est pas encore le Graal. Troisième niveau, c'est l'indépendant. C'est-à-dire que lui, il a compris que la sécurité, c'était important et que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, il va mettre ses équipements de protection. Ça fait un rappel à ses valeurs personnelles, à soi. Et donc, là, on peut parler d'objectifs vraiment de sécurité. Le zéro accident peut devenir vraiment quelque chose qu'on peut éventuellement avoir en ligne de mire. Et puis, il y a le dernier, hein, ça, c'est vraiment celui
qu'on attend, c'est l'interdépendance en matière de sécurité. C'est-à-dire que la personne a compris que la sécurité est importante, il fait attention à lui, il porte ses EPI, mais en plus, il va faire attention à ses collègues, il va faire attention aux autres, et il va faire de la sécurité une valeur d'entreprise, une valeur en tout cas dans son équipe. Et donc Bradley a vraiment catégorisé ça de cette façon-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que le diagnostic, en fait, il va faire ressortir, on ne voit pas lors d'un audit. On aime bien nous voir les parties qu'on appelle les parties un peu visibles, les façons de penser qui sont partagées, répétées, l'organisation de la structure, les règles, les procédures, etc. Mais on aime bien voir la partie invisible, hein, la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Et le fait d'arriver avec un œil extérieur, soit sous forme de questionnaire anonyme, soit de forme d'interview, de workshop, vont nous permettre de faire ce parallèle entre le concret et ce que les gens ne mettent pas forcément en avant. Et en groupant les deux, on a vraiment une vraie photographie de la culture sécurité, de la maturité sécurité du site, de l'entreprise, du groupe, etc., etc. Et cela va donner énormément on va dire, d'arguments, d'éléments factuels au comité de direction, au top management, pour créer un plan d'action, une feuille de route très pertinente par rapport à une vraie réalité et non plus par rapport à des perceptions. Et c'est pour ça que Parce que parfois, l'objectif, c'est quand même, effectivement, c'est cette question d'accompagnement du changement, c'est-à-dire c'est de fournir quand même des éléments de manière à ce que est-ce que je peux parler d'implication du management, par exemple? forcément, quand on parle de sécurité, le management va forcément être un angle primordial. Mais effectivement, comme vous le dites, le diagnostic, l'état des lieux, cette photographie va permettre d'évaluer les besoins spécifiques de l'organisation, de voir où se situent les vrais freins, les vraies choses qui fonctionnent, hein. On parle aussi de choses qui fonctionnent. Dans un audit, on va cocher des cases. Ici, on va voir ce qui fonctionne moins bien. Et très rapidement, on va arriver forcément aussi sur la gestion du management de la sécurité, comme vous l'avez dit, et également de la gestion du changement. Ça, c'est un mot qui fait un petit peu peur. Mais quand on fait ce type de programme-là, et donc le Smart Safety l'aborde, c'est de dire, quand vous voulez passer d'une culture X à une culture Y, il y a des étapes à respecter. Et ce qu'on appelle la gestion du changement, si vous voulez, c'est accepter que le changement, ça demande du temps et que c'est un processus et qu'il y a des étapes à respecter. Et plus le changement est profond, on l'a tous connu, hein, à différents niveaux personnels, professionnels, plus le changement est profond et plus ça va demander du temps. Et donc, l'objectif, c'est de gérer ce changement. Et la première étape, encore une fois, hein, je pense que ça fait appel à plein d'exemples de notre quotidien, bah, c'est le déni. En fait, on refuse de voir le changement. La première action, c'est le choc, et ça peut entraîner justement un ralentissement de la productivité, etc. On est un peu on encaisse, hein. C'est un peu comme le boxeur qui encaisse le premier coup. On a peur de l'échec, peur de la régression d'ailleurs, et d'affronter la vraie réalité. Et ça, cette période-là, elle peut être plus ou moins longue. Il ne faut pas enfin, l'oublier, et il faut au contraire la traiter. Et comment on traite ça? Bah, c'est de persuader que le changement, il est indispensable à la survie d'entreprise. Il est indispensable en tout cas pour l'avenir. Et quand on parle de culture sécurité, il va falloir donner du sens. Pourquoi on met une culture sécurité en place? Pourquoi on veut améliorer les comportements, etc., etc. Il va falloir sensibiliser. Pourquoi pas co-construire avec les équipes, demander leurs avis. Ils ont certainement des mots à dire. Il faut tout simplement impliquer les gens et il faut communiquer cette décision, communiquer ce programme-là à toutes les parties prenantes dans l'entreprise. Donc cette première partie de déni, bah, on peut pas l'oublier. Elle est existante et il faut vraiment la prendre en compte. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la résistance. Et donc également, on l'a tous connu. Après l'état de choc, finalement, ça laisse place un petit peu à la colère, à la peur chez le collaborateur. Et donc, on va très rapidement dans une prise de conscience. À ce stade, en fait, on commence même à se poser des questions et on tente de résister. Les questions, c'est est-ce qu'on va vraiment faire ça? Qu'est-ce que ça va m'amener? Etc., etc. Donc, on est vraiment dans le mode, je commence à me dire que je vais devoir y aller, mais je trouve encore quelques excuses. Et encore une fois, ici, c'est important,
c'est qu'on va traiter également cette partie de, hop, je vais le remettre ici, excusez-moi, on va traiter cette résistance et la prendre en compte par ce que j'appelle moi un baromètre un peu de l'engagement sur trois angles, la vision, bien parler de la vision, savoir où est-ce qu'on veut aller, l'adoption des bons comportements, et puis bien entendu les compétences, parce qu'à un moment, quand on demande aux gens de changer, est-ce qu'il faut s'assurer que les gens aient les compétences pour y arriver. Et donc, on va mettre en place, pourquoi pas, des plans de formation adaptés, aussi bien sur cette gestion de changement que sur le plan de formation, sur la compétence. L'objectif de cette phase-là, c'est que c'est la prise de confiance. C'est générer la confiance et de créer ce fameux déclic dans le changement du comportement. Et donc forcément, naturellement, on va arriver à une deuxième phase, à une troisième phase, pardon, qui est ce qu'on appelle nous l'exploration, on va dire la remobilisation, où là on va essayer justement de mettre en place par petites doses ce fameux changement. On va essayer de se dire bah, finalement, ce n'est pas si mal, ça me permet de gagner du temps, et puis finalement, je pourrais faire ça différemment, etc. On va commencer à trouver des avantages à ce Vous changement-là. questionnez finalement l'organisation. C'est un questionnement de Complètement. l'organisation, peut-être? Oui. Consciemment de l'organisation, de la structure, complètement, des équipes également. Mais c'est un schéma, alors il y a différentes méthodologies, c'est un schéma qui s'adapte à tout type de projet, hein. Vous mettez un nouveau logiciel en place, vous décidez demain de faire du sport alors que vous n'en avez jamais fait, vous voulez mettre en place une culture sécurité. Ces étapes-là vont vraiment reprendre à chaque fois ces quatre étapes. Et là, l'objectif, il est simple, c'est vu qu'on commence à tester, eh ben, en tant qu'organisation, il va falloir célébrer les premiers succès, les petites victoires. Tout n'est pas encore gagné au moment de l'exploration, mais il va falloir célébrer un petit peu les succès et valoriser les efforts qui sont faits par les différents collaborateurs et par les différentes équipes. Et on continue à planifier la suite de la gestion. Et le dernier, bah, ces fameux engagements. Là, on a compris, on y est, le changement commence à être appliqué et ça commence à fonctionner. Alors là, le piège, c'est d'arrêter de célébrer. Non, on continue à célébrer les succès. Euh, et l'astuce que j'aurais envie de partager, qu'on a de par nos expériences, de par Honneur. les retours qu'on a également sur le terrain, c'est commençons par les collaborateurs les plus motivés. Quand vous voulez faire cette conduite du changement, il y a quand même des gens qui sont un peu plus motivés. Commençons par eux et il faut en créer des vrais ambassadeurs de cette conduite du changement. Et il y a un piège, vous l'avez peut-être remarqué, euh, François, tout en haut, c'est ce qu'on appelle le saut de Tarzan. Alors, le saut de Tarzan, Oui, parce que ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il était un peu petit parce que je pense que ça illustre tout à fait le schéma. C'est-à-dire, en gros, si j'ai bien compris, soit on saute de la branche d'un côté à l'autre et là, on se vautre, soit on prend un chemin, je dirais, borné, enfin, pas de borné, mais qui est bien c'est ça. bordé, lui, pour arriver au résultat. Bah, c'est-à-dire que sur le schéma que je vous montre à l'écran, c'est de passer du déni à l'engagement. Donc forcément, c'est un peu brutal. Et c'est de décider unilatéralement, pardon, qu'on va faire ce changement-là et qu'il faut avancer et on y va. Et on ne prend pas en compte le processus, hein, qui est le processus le même pour tout le monde, hein, je le précise. Donc le saut de Tarzan, effectivement, bah, on va passer d'une branche à une autre, mais un peu trop rapidement. Et la conséquence, c'est quoi? Bah, c'est que le projet ne va pas aller à son terme, ou alors il va prendre énormément de temps. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, il va falloir revenir à la première branche pour recommencer le processus. Le but, c'est d'amener du sens, de donner du sens à tout ça, être persuadé encore une fois que le changement est indispensable, mais par contre qu'on va accompagner les gens, on va accompagner les équipes, on va accompagner les sites, les entreprises à cette gestion du changement par étapes. Et en faisant ça, on va se donner toutes les chances euh, euh, que les gens soient beaucoup plus engagés. Vous imaginez, vous avez fait un diagnostic, vous avez consulté les gens, demandé leurs avis, même de façon anonyme. Derrière, vous les accompagnez dans un changement. Les gens sont beaucoup plus engagés, motivés, parce qu'on les consulte depuis le début et en plus, on les forme, on les engage. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez louable dans le temps. Alors, les fameux outils, parce que là, je me souviens qu'on avait fait justement un webinaire, mais qui date un petit peu, mais j'invite un peu nos auditeurs d'aller directement se reporter au webinaire sur Inforis, parce qu'on avait fait un webinaire justement avec un intervenant full marque déjà sur la partie des neurosciences. Et là, ça mérite quand même, ça mérite quelques mots. Oui, parce que donc, la particularité des neurosciences, donc c'est un sujet qui est abordé maintenant depuis 2 3 ans en entreprise, pas plus. Et l'intérêt, c'est
qu'est-ce que les neurosciences peuvent nous apporter en matière de prévention, de santé et de sécurité dans les entreprises, et notamment dans des plans d'accompagnement de culture sécurité. Si vous vous souvenez, quelques rappels en chiffres, notre cerveau, c'est une véritable machine de guerre. Il prend 35 000 décisions par jour. 35 000 décisions par jour. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal avec les fonctions vitales classiques, etc. Mais c'est quand même assez important. Et je n'ai pas encore dit des bonnes décisions, hein. Il prend des décisions, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que vous savez combien il en prend de façon totalement consciente? Est-ce que vous vous souvenez de ça dans les webinaires passés? J'espère, enfin, je sais pas, j'espère que je serai au moins à 34 999. C'est un petit peu l'inverse. On parle de 26, c'est même pas 26. On parle de 0,26% des décisions vont être Ça prises en pique. mode, ça pique un petit peu, c'est un peu environ 100 décisions. Alors qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit collaborateur, qu'on soit ouvrier, qu'on soit manager, qu'on soit top management, on est tous équipés de la même façon, c'est le cerveau, et il fonctionne de la même façon pour tout le monde, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Donc ça, c'est aussi un élément très important parce qu'on parle de décision, on parle de mode conscient, donc 0,26%, et on parle de prévention de santé, de sécurité et d'accident du travail. Donc c'est aussi important. Il y a un dernier chiffre qui est aussi intéressant ici, c'est qu'en plus de tout ça, il- je l'ai pris au minimum le chiffre, hein. On va dire qu'il fait 5 à 7 erreurs, en plus le cerveau. Alors, c'est même pas par jour, c'est une erreur, c'est par heure. C'est-à-dire que le cerveau fait 5 à 7 erreurs par heure. Donc, vous avez un site de 200 personnes, on va dire. Vous avez annoncé l'objectif, c'est zéro accident, mais les 200 personnes font 5 à 7 erreurs par heure. Alors, ce n'est pas forcément des erreurs qui prêtent à grosses conséquences, hein. Ce sont des erreurs, vous allez trébucher parfois, vous allez renverser un café, ok. Et parfois, ça va être des erreurs qui vont amener à un accident du travail. Donc, le postulat de base, il est là, et ça, on va l'intégrer dans les outils, dans les paras de sécurité, dans les outils d'animation au quotidien, pour justement prendre en compte ce postulat de départ. Et rappelez-vous le fonctionnement, c'est-à-dire que 95% du temps, notre cerveau est en mode donc automatique, on va dire en mode qu'on appelle automatique subconscient, on ne va pas faire un cours de neurosciences, mais il est en mode, on va dire, routine. Il est en mode routine. Il va chercher dans sa bibliothèque, vous faites une consignation électrique, etc. Il va chercher, est-ce que j'ai le bon processus dans ma bibliothèque? Je l'ai, je déploie. Si je ne l'ai pas, je vais peut-être passer dans les 5% de mode réfléchi. Et c'est comme ça. Il passe sa journée dans le 95,5. Encore une fois, quel que soit le poste, quelle que soit la strate, quel que soit le genre, on est toujours en 95% mode routine, 5% en mode qu'on appelle adaptif conscient euh, au quotidien. Et pourquoi? Parce que les 95% nécessitent très peu d'énergie. On rappelle que le cerveau, hein, il veut juste survivre, lui. Donc 95% du temps, ça lui demande 5% d'énergie, il y va. Alors que 5% en mode réfléchi, mode conscient, ça nécessite 25% de l'énergie du corps disponible. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que notre cerveau, du coup, il a besoin de voir, de raisonner, de répéter, d'enregistrer pour renforcer ses automatismes et obtenir, on va dire, espérer obtenir de meilleurs réflexes. Parce que comme je disais au démarrage, au bout du bout du bout du bout du bout, on peut mettre les meilleurs programmes en place, on peut mettre les meilleures formations en place, les meilleures communications. Et on verra que c'est important également de bien communiquer en matière de sécurité. Au bout du bout, c'est l'humain qui va faire qu'il va y avoir l'accident ou pas l'accident. De par ses réflexes, de par ses décisions, de par ses connaissances, c'est lui à un moment qui va appuyer ou pas sur le bouton. Encore une fois, je ne dis pas qu'il est coupable, hein, mais son réflexe va être de dire, OK, je connais, j'appuie ou j'appuie pas. Et donc, c'est important d'intégrer toutes ces données-là en mode d'accompagnement sur le long terme, dans les outils qu'on met en place, dans la fréquence des outils qu'on va mettre en place. Voilà un petit peu le point essentiel qu'on a intégré de toute façon depuis nous à peu près 2 ans, mais qui commence à faire son chemin en prévention et sécurité. Mais du coup, après, parce que le temps file quand même, donc, on a dit qu'on allait évoquer quand même l'importance du respect des étapes à suivre, du coup, dans ces programmes, Tout à fait. pour Et suivre pour éviter notre saut de Tarzan. exactement. Et donc les étapes, elles sont. Alors, je vais vous présenter de deux façons différentes. Est-ce que vous le voyez ici? Hop, 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 excusez-moi. Voilà, il est ici. Les étapes, elles sont simples. On a vu donc le fameux diagnostic.
On part sur le diagnostic, l'état des lieux, la perception que l'on peut avoir de la culture sécurité. Et ça, il faut prendre le temps de le faire parce que ça nous permet justement derrière d'avoir un accompagnement très important du top management. Top management qui va devoir prendre la décision donc d'un plan d'action, d'une feuille de route, étayée par justement les conclusions de l'état des lieux du diagnostic, et qui vont lui permettre dans le temps, en fait, de proposer le programme de changement de culture sécurité. Et le top management, moi je conseille en tout cas de pas le suivre une seule fois, hein. Souvent, l'erreur a été faite dans les années passées, de dire, OK, j'ai vu le top management, ils se sont engagés, ils ont même fait une belle charte, une politique sécurité. Et on a le go, on peut y aller pour former les gens, pour faire un plan d'accompagnement. Non, pas du tout. Dans la conduite du changement, ils sont également concernés. Est-ce qu'eux sont alignés sur les objectifs? Un comité de direction, c'est 5, 6, 10 personnes. Est-ce qu'ils sont tous alignés avec les objectifs et qu'ils ont bien compris les intérêts de ce plan d'accompagnement, etc., etc. Donc, hop, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, ça a sauté. On voit Donc, bien. voilà, On ça le va. voit bien, on est à l'étape 2. Étape 2, voilà, le fameux top management. Et donc, ce top management, on va vraiment le suivre dans le temps et même, je vais vous dire, pendant toute la durée du projet. Toute la durée du projet, il y aura des étapes où lui devra valider. J'ai un exemple très récent d'un client qu'on suivait depuis des années. Et en fait, ils avaient des gros soucis, stagnaient en l'occurrence. Et donc, ils ont refait un état des lieux. Donc, il y a eu des turnovers, des changements organisationnels. Il a fallu refaire un petit point de départ. Et ils ont constaté, ils ont dit non, non, mais nous, notre problème, c'est que les gens ne respectent plus du tout les règles, ça devient n'importe quoi et on va sanctionner, hein. C'était aussi une phrase qui était ressortie. Et en fait, en faisant l'état des lieux, ils se sont aperçus, enfin, on s'est aperçu, en l'occurrence, que bah, les règles n'étaient pas si bien définies que ça, et surtout que par zone dans l'entreprise, ce n'étaient pas les mêmes règles. Donc sur le terrain, on nous disait, mais je ne comprends pas, moi, on me demande de porter mon casque et mes lunettes, mais par contre, mon collègue qui travaille à 2 mètres de moi, lui, il n'en a pas besoin. Et donc, effectivement, mauvaise compréhension sur le terrain, mauvaise perception. Vous imaginez, les messages sécurité, du coup, ne passent plus du tout. Donc, on a dit, tant que vous, comité de direction, vous ne définissez pas les règles, clairement, vous ne les affichez pas, vous les ancrez, vous les communiquez, elles sont vécues par tout le monde, tant que vous ne faites pas cette étape, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et donc, vous voyez, et ça a pris plusieurs mois. Définition des règles, on est d'accord là-dessus, on les définit. Après, on va les faire appliquer. Après, éventuellement, si elles ne sont pas respectées, on pourra sanctionner. Mais on ne peut pas sanctionner des règles qui ne sont pas vraiment définies, qui sont surtout différentes d'une personne à l'autre. Donc, c'est Et juste un exemple. on retrouve fréquemment, et puis ça fait l'objet d'un autre webinaire que j'invite chacun à regarder. C'est ce on a fait un webinaire aussi sur la question des injonctions paradoxales qui sont souvent Exactement. au cœur des organisations où effectivement on demande tout et son contraire. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut bien le diagnostiquer à un moment donné parce que on peut pas aller, voilà, la personne peut aller d'un côté ou de l'autre, mais pas dans les deux directions en même temps. Exactement, exactement. Un point essentiel aussi dans les étapes à ne pas oublier, c'est le fameux comité de pilotage. C'est aussi quelque chose très important quand on est dans la culture de sécurité, l'annoncement d'un programme de renforcement de la culture sécurité. Il faut avoir un comité de pilotage très fort, un comité de pilotage décisionnaire en interne. C'est-à-dire que on détermine à l'intérieur de l'entreprise une équipe projet qui va vraiment suivre la totalité du programme, qui va pouvoir ajuster, parce que c'est un programme, c'est vivant. On part d'un postulat de départ, après, on voit les premiers effets, on célèbre les succès, puis il y a des choses qui vont ressortir, des choses qu'il va falloir également changer. Donc le comité de pilotage doit être présent, régulier, il a également un travail à faire, et il doit être décisionnaire. Ça, c'est un peu la clé, si je pouvais donner des petites astuces également. Quand on n'a pas de décisionnaire dans un comité de pilotage, c'est très compliqué parce qu'on doit revenir à l'étape 2. On doit revenir en arrière à l'étape 2 où le comité de pilotage, finalement, enfin le top management, pardon, ne s'était pas aligné finalement sur la totalité des étapes. Donc, comité de pilotage, c'est une des clés du succès. Le programme, je vous montrerai différents sujets. Là, l'objectif, c'est forcément, une fois qu'on a tous ces éléments-là, bah, c'est de travailler sur toutes les strates de l'entreprise. Comité de direction, on en a parlé, le CSE, les syndicats, l'équipe HSE, bien entendu, le management intermédiaire, les encadrants, où là, il y a forcément également beaucoup, beaucoup de choses à faire, et également les collaborateurs. Quand on change une culture, on s'adresse à toutes les personnes de l'entreprise. Et pour chaque personne de l'entreprise, il va y avoir des modules
par exemple, de responsabilité. En ce moment, on est beaucoup sur les responsabilités pénales. Ça revient beaucoup. Ce sont des sujets qui sont abordés un peu vite en entreprise, alors qu'en culture sécurité, c'est un élément extrêmement important. Quand on est soit directeur de site, soit même encadrant, il y a des articles de loi comme le 41-21, 41-22. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, mais qui donnent vraiment les droits, mais les devoirs en matière de santé et de sécurité. Il y a des éléments comme la vigilance partagée. C'est un sujet qu'on entend énormément aussi dans les entreprises. Vigilance partagée qui vise l'interdépendance, hein. C'est-à-dire je fais attention à ma sécurité, je fais attention à la sécurité de mes collègues. Et sachez-le, c'est aussi un petit clin d'œil, la vigilance partagée, c'est dans le texte de loi depuis 40 ans. Hein, le 41-22 dit, chaque salarié dans une entreprise doit prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celle des autres. Donc la vigilance partagée, ce n'est pas un nouveau concept. La loi le dit, je dois faire attention à la santé et sécurité de mes collaborateurs. Donc la loi vise déjà l'interdépendance. Si on reprenait la courbe de Bradley, la loi demande déjà à être très très à droite sur la courbe de Bradley. Donc voilà. Et dans ce programme-là, on va pouvoir y mettre toutes les compétences nécessaires pour remonter les gens en compétences et les renforcer, les former. Je vous montrerai, hop, je vais revenir très très vite en arrière, comme ça sera plus parlant. Excusez-moi, tac, il est là. Ça vous montre différents modules. On peut parler d'analyse de risque, d'arbre des causes, de permis de travail, de documents uniques, de quart d'heure sécurité, de visite sécurité. Ce n'est pas l'objectif de rentrer plus en détail dans notre webinaire aujourd'hui, mais un programme peut contenir. Là, ça serait un peu indigeste. Oui, il faudrait faire un webinaire rien que pour expliquer Non, non, ce slide complètement. mais c'est pour montrer que, qu'on soit direction, Hmm. encadrement ou collaborateur, il y a des modules à réaliser pour accompagner ce changement de culture sécurité et pour renforcer les gens selon les domaines de compétences et selon le fameux état des lieux de démarrage, qui va dire là, on a des manques, là, on est bon, là, il y a des améliorations, là, attention, il y a des freins, etc., etc., etc. C'est important de prendre en compte toutes ces étapes-là. Ah oui, il y a le fameux sujet qui est intéressant quand même aussi, je pense qu'il va intéresser tout le monde là-dessus, c'est le pourquoi d'une collaboration d'un partenaire externe. Parce qu'en principe, chaque entreprise a déjà son organisation santé-sécurité. Pourquoi en rajouter une couche? Alors, pourquoi en rajouter une couche? C'est si intéressant et le mot partenaire était très important pour moi et pour nous, parce que c'est comme ça qu'on se positionne quand on est dans des programmes d'accompagnement comme ceci. Il faut être partenaire de l'entreprise. On est en co-construction. On est vraiment en co-construction. Ils ont leur réalité de terrain. Leur culture d'entreprise est déjà là. Et c'est important de partir de là. Alors, pourquoi le partenaire extérieur? Bah, la première, qui paraissait évidente, c'est l'objectivité. On l'a abordé en début de webinaire. Ce fameux regard objectif, neutre. On arrive, on a un œil externe, on a l'habitude, ou l'entreprise a l'habitude, il y a des choses qui sautent aux yeux et qui ne parlent même plus aux gens qui sont sur place. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce regard objectif extérieur qui va en plus être étayé, argumenté par différents éléments. Il y a bien sûr l'expertise et la méthode. Hop, je ne sais pas si l'écran fonctionne toujours. Oui, l'expertise et la méthode. Euh, ce sont quand on fait appel à des experts, à des consultants qui sont experts dans leur domaine de compétences, on parlait de gestion du changement, des neurosciences, dans le management de la sécurité, ce sont des gens également qui ont des retours d'expérience très importants. Il est toujours, je trouve, essentiel de pouvoir se positionner par rapport à un secteur d'activité, de se positionner par rapport à des entreprises qui sont dans le même domaine de compétences, d'activité, etc., etc. Et cet œil extérieur avec cette expertise permet très rapidement de savoir où est-ce qu'on se situe et quels sont les leviers qui ont fonctionné ailleurs, quels sont les pièges à éviter, parce que les règles permettent également de ne pas tomber dans les pièges à éviter, de ne pas faire de saut de Tarzan, par exemple, parce que des fois, on va aller trop vite, pour reprendre le dernier exemple. Mais également le temps ressource. Ah, ça, c'est quelque chose, si je ne l'entends pas tous les jours, je ne l'entends jamais, bah oui, on n'a pas de temps. Enfin, les équipes sécurité ont un travail énorme à faire en entreprise. Elles ne sont pas toujours, entre guillemets, staffées selon la taille de l'entreprise. Et donc, quand vous faites appel à un partenaire extérieur, bah, vous avez une attention totale à la gestion du projet, à la mise en pratique du plan d'action, et vous avez des ressources qui sont vraiment dédiées à ça.
euh, qui permettent justement de mettre une, deux, trois, quatre personnes selon l'importance du projet, parce que en interne, il y a peu de temps, peu de ressources pour y arriver. Il y a également un élément très important, faire appel à un partenaire extérieur, c'est la mesure. Ce que l'on prône nous ici, c'est pas forcément la mesure classique hein, des KPI, comme on dit, des indicateurs de résultats. L'objectif, c'est via le diagnostic régulier, parce que le diagnostic, on peut en refaire tout au long du projet pour voir un peu l'évolution de la maturité, l'évolution des comportements. C'est de voir des indicateurs qualitatifs, des indicateurs de comportement qui vont permettre de dire, OK, on avait un point zéro ou une année zéro, on commence. À partir de 3 mois, 6 mois, 9 mois, on va pouvoir voir si les comportements, effectivement, ont évolué, d'où la nécessité d'accompagner chaque personne ou chaque groupe dans l'organisation et de voir si les comportements évoluent de la bonne manière pour pouvoir dire c'est un succès. Et je précise, chaque entreprise peut avoir des indicateurs complètement différents. Moi, dans une entreprise, mon indicateur à moi, par exemple, c'est que la vigilance partagée, c'est que les gens fassent de la vigilance partagée et que mes managers aient du courage managérial et recadrent les écarts. Et ben, on va mesurer, oui, OK, est-ce que les managers recadrent les écarts de cette entreprise? Ben, on est souvent très surpris de voir qu'au démarrage, on est très bas et que ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire évoluer. Et on n'est pas, vous voyez, on n'est pas dans du taux de fréquence, dans du taux de gravité, pas du tout. On est dans de l'indicateur qualitatif, prédictif euh, et même de comportement. Un dernier angle qui est aussi important via le partenaire extérieur, je trouve, c'est le côté pratique, agile. On n'est plus dans la théorie, il faut du pratico-pratique, appliqué au quotidien, appliqué à l'entreprise, et qui doit rester très flexible, très très flexible. Par expérience, je vous le disais, 40 ans, ça fait peut-être, allez, soyons honnêtes, 25 ans qu'on fait des programmes complets. Euh, les programmes, on doit être très agile, très flexible parce que l'entreprise évolue, ça bouge. Il y a beaucoup de turnover, les organisations changent. Il y a malheureusement des événements qui font que le projet va des fois un stand-by et puis il repart un peu après. Donc tout ça doit être très, très anticipé dès le démarrage. Et en règle générale, j'ai tendance à dire que la sécurité, au final, elle doit s'intégrer au core business de l'entreprise. Elle doit s'intégrer au core business de l'entreprise. Elle ne doit pas être un nouveau programme. Encore un nouveau programme envoyé par le corporate. Encore la sécurité, laisse passer, ça, baisse-toi un petit peu, ça va passer au-dessus. Dans 6 mois, on n'en parlera plus. Non, la sécurité doit s'intégrer au core business et ne doit pas être un élément supplémentaire qu'on vient rajouter dans l'organisation. Et ça, c'est pas évident, mais on le prend en compte de façon assez pratique dans l'accompagnement. Et ça aussi, c'est un élément qui n'est pas toujours évident dans les entreprises, c'est le fameux management de la sécurité. J'en parle beaucoup depuis tout à l'heure, vous avez dû le remarquer. On dit souvent, oui, mais le management, on en fait déjà. On en fait déjà dans l'entreprise. On a tous connu des grands concepts de management. Nos encadrants sont passés par là. Mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ça reste donc des grands concepts très théoriques, mais le côté pratique, ils ne l'ont pas souvent. L'avantage du partenaire extérieur en sécurité, je le précise, c'est que via la sécurité, via l'excuse de la sécurité, entre guillemets, on va rentrer de façon très concrète, pratique. On parlait de recadrage, d'exemplarité, de faire de la vigilance, etc. De façon très pratique, on va rentrer dans du management de la sécurité. Mais une fois qu'on s'est recadré, une fois qu'on s'est animé une causerie sécurité, un quart d'heure sécurité, une fois qu'on s'est recadré quelqu'un en sécurité, on s'est recadré, on s'est animé, on s'est animé, on sait gérer une équipe, tout simplement. Donc, le management de la sécurité a un côté pratique dans ce type de programme-là qui apporte une vraie plus-value de montée en compétences de l'ensemble des collaborateurs, et notamment des encadrants euh, intermédiaires et top management. Voilà un petit peu la conclusion que je pourrais faire à ces quelques slides que je vous ai présentés. Parce Partir qu'il faut qu'on file, parce qu'on a promis on a promis 15 minutes de questions. Alors on c'est va le vrai que faire. l'ensemble est passionnant, mais moi j'aurais tendance à dire que bah, continuons l'échange. Je vous propose, voilà, vous qui nous écoutez aujourd'hui, et bah, peut-être de contacter tout simplement Grégory. On va vous remettre un petit lien tout à l'heure et puis de toute manière, on vous enverra un petit mail après de confirmation avec le replay, etc. Et puis on vous mettra les coordonnées de Grégory que vous puissiez
continuer l'échange. Mais quand même, il y a une partie live quand même là-dessus. Donc, Grégory, moi, je vous propose de quitter le mode présentation de votre côté, comme ça qu'on vous voit. Ok. Voilà, voilà Grégory en grand format. Alors, tout de suite, Grégory, je vous propose quand même de passer aux questions-réponses. Alors, il y avait déjà une première question de Françoise qui nous dit, sur quelles études vous fondez-vous pour dire que les accidents ont pour cause le comportement? Ah. Personnellement, j'avais en tête des problèmes d'organisation qui créent des conditions de travail qui induisent des actions non attendues. Alors, Là, au moins, c'est de la question directe. non, non, mais c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, alors il y a différentes études hein, qui ont été reprises au niveau européen et même au niveau d'organisations mondiales référencées qui expliquent bien. Alors, je crois que en 2019, c'était 65% et on est monté voilà, entre 80 et 90%. Encore une fois, l'étude dit au moins une cause liée au comportement. Bien sûr, et Françoise a totalement raison, l'organisation a un rôle primordial dans la venue des accidents. Quand l'organisation ne permet pas d'animer la sécurité ou ne permet pas d'avoir une culture intégrée, etc., une culture juste, comme qu'on entend parfois, quand l'organisation n'est pas au niveau, on va dire, souhaité, bien entendu, elle peut favoriser positivement ou négativement euh, la venue d'un événement de sécurité. Donc, on parle toujours donc, de facteurs organisationnels, techniques et humains. Il faut garder toujours les trois à l'esprit. Malgré tout, comme je disais, avec l'organisation, avec la technique, avec les EPI, au bout du bout du bout, je répète encore cette phrase, au bout du bout du bout du bout du bout, à un moment, c'est une personne qui est devant, par exemple, une machine, et qui va faire en sorte qu'il va y avoir l'accident ou pas. C'est pour ça qu'on disait, elle n'est pas coupable. On disait pas coupable, responsable, mais pas coupable. Mais de par sa formation, de par les routines qu'elle a pu mettre en place, de par ses automatismes qu'elle a pu créer, bah, son comportement va faire qu'il va y avoir l'accident ou pas l'accident. Et c'est pour ça qu'on dit que 90% des accidents ont une base liée au comportement. Et c'est dans cet esprit-là que cette étude est utilisée. Mais Françoise, vous avez raison, l'organisation est aussi extrêmement, extrêmement importante. Et donc, on la Et ça, traite, et on la l'a traiter, souvent évoqué. ah Et mais ça, on bien l'a sûr, largement il faut la évoqué traiter. sur différents webinaires sur InfoRisque. Tout à fait. Alors, une question d'Anne. À quel point doit-on impliquer le CSE dans cette démarche? Eh ben, nous, on préconise, en tout cas, l'expérience montre que de ne pas les impliquer euh, peut revenir en mode boomerang, entre guillemets. Donc, il est important, enfin, ils ont quand même une finalité, un objectif, le CSE, d'être partenaire, en fait, de ce type de projet-là. Donc, dès le début du projet, notre conseil, c'est de les impliquer dès le démarrage du projet. Dès le démarrage du projet, c'est comment voilà ce qu'on veut faire. Voilà la vision on veut établir, l'objectif qu'on veut avoir en matière de sécurité. Comment vous, CSE, vous pourriez nous aider à atteindre cet objectif-là et donc de les intégrer dans cette partie, on va dire, de construction du projet. On ne va pas dire que eux vont décider de tout, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais on va les intégrer, bien entendu, au démarrage du projet. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, ils vont nous aider euh, dans le déploiement sur le terrain du projet. Je parlais tout à l'heure dans la conduite du changement, d'impliquer très vite les personnes les plus motivées, qu'elles deviennent des ambassadeurs. L'objectif de programme de renforcement de sécurité réussi, hein, on a des REX vraiment de programmes réussis où il y a des succès importants, bah, le CSE a été impliqué très tôt dans le processus. Et donc, le petit conseil que j'aurais à vous donner, c'est on leur pose la question, on leur dit là on veut aller, est-ce qu'ils ont des idées particulières? Et on les implique dès le démarrage et eux-mêmes feront partie des formations parce qu'en tant que CSE, c'est un organisme à l'intérieur de l'entreprise. Ils ont besoin également d'être au cœur de l'implication du programme. Une question d'Antoine. Alors, c'est comment transmettre cette culture de la sécurité à mes prestataires extérieurs? Ah. Doit-on les obliger, les contraindre pour les impliquer? Et ben donc oui, très bonne question encore. On en a pas, on les a pas abordés. Et quand je disais qu'il faut dans une culture d'entreprise impliquer tout le monde, oui.
organismes extérieurs, sociétés euh, qui viennent sur site pour des travaux, etc., intérimaires, peu importe, toutes les personnes extérieures qui rentrent sur le site, il y a différentes façons de les impliquer. Et oui, il y a donc la définition de règles claires. Je ne sais pas s'il y a des e-learning qui sont souvent faits, des accueils sécurité qui sont également réalisés. Mais donc, l'entreprise qui vient sur le site doit comprendre que dans cette entreprise, voilà les règles qui sont en vigueur. Et en cas de non-respect des règles, eh ben, on ne rentre pas. Donc ça, c'est progressivement, c'est l'objectif final. Mais on doit arriver à cette notion-là parce que malheureusement, les, les, euh, les actualités récentes de ces dernières semaines, j'ai envie de dire, ce sont souvent des entreprises extérieures qui ont des accidents sur site parce que, pour X raisons, mais en tout cas, parce que la sécurité n'a pas été forcément mise en valeur au moment de l'entrée sur site, ou en tout cas, il y a eu un manquement quelque part. Et l'objectif, c'est de dire comment j'intègre au mieux les entreprises extérieures. Dans une entreprise qu'on a accompagnée l'année dernière, non, en 2022, euh, dans toutes les formations d'encadrement et dans toutes les formations collaborateurs, ils intégraient les entreprises extérieures dans leurs événements et dans leurs routines. On dit non, non, on n'a pas le temps, peu importe, vous travaillez chez nous, c'est 5 minutes, une fois tous les 2 jours, etc., dans les animations de sécurité, vous êtes présents. Et donc, ils les intégraient comme collaborateurs internes. Et je trouve que c'était plutôt une très, très bonne idée. Mais en tout cas, il faut bien sûr les intégrer et voir comment, comment le faire le plus simplement possible dès le démarrage des contrats avec eux, en fait. Parce qu'aujourd'hui, et ça va être, je pense, l'avenir, c'est que quand vous ne montrez pas patte blanche en matière de sécurité en tant qu'entreprise extérieure, vous perdez également des marchés. Donc de toute façon, tout le monde va devoir se mettre au diapason. Donc autant l'anticiper le plus tôt possible. Alors, tout de suite, parce que le temps file. Alors, il y a Oui. une question de Michael. Bon, j'aurais tendance à vouloir y répondre directement, Ah bah mais allez-y, je vous donne la réponse, allez-y Grégory. François. Alors, comment pouvons-nous promouvoir une culture de sécurité proactive et engagée au sein d'une entreprise? Et quelles sont les meilleures pratiques pour encourager la participation active de tous les niveaux de l'organisation dans cette démarche? Je vous laisse la réponse. François, vous avez une idée? Mais Bah, moi, je pense qu'il y a une solution qui est le nouveau Smart Safety. On en a parlé un petit peu et let's non, go. Il faut quand même peut-être voir avec vous directement la Grégory, mais enfin, je pense que ça a été un peu, pour moi, c'était un peu le sujet d'aujourd'hui. Je pense blague que à part, oui, tout à c'est fait. ce diagnostic, les outils et puis suivre ce cheminement. Si j'ai bien compris la présentation de Grégory. J'allais dire blague à part, bah, il faut regarder les replays d'aujourd'hui. Mais voilà, non, non, l'idée, donc, quand on veut vraiment faire quelque chose de très participatif, on l'a dit, c'est des éléments qui paraissent très, très basiques, mais c'est bien de les rappeler. Donc, donner du sens au projet. Donner du sens quand vous faites une action de sécurité. Il faut donner du sens, mais en fait, il faut prendre du temps à donner du sens. Il faut communiquer, communiquer, répéter, que les gens comprennent donc, il y a nécessité de changement et pourquoi il est important et pourquoi, qu'est-ce que ça va leur apporter en fait, individuellement. Tant que j'ai rien à y gagner, moi, des fois, on a malheureusement des personnes comme ça, tant que j'ai rien à y gagner, je ne regarde pas, j'ai un peu les œillères, etc. Quand j'ai compris que j'avais quelque chose à y gagner, moi personnellement, ah déjà j'écoute, etc. Donc cette partie de communication en amont, elle est souvent faite un peu trop rapidement. Et donc redonnons du sens à ces actions de prévention, donnons la parole aux gens, faisons beaucoup de réflexion, d'échanges, parce que forcément, les gens ne sont jamais contre faire de la sécurité. Si je demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord de ne pas avoir d'accident du travail, la sécurité, c'est important en entreprise, personne ne va vous dire non. Par contre, dans ce cas-là, tu es d'accord, bah, il va falloir qu'on fasse comme ça, et les règles, ça va être ça, ça va être ça. Et là c'est plus difficile. Donc, il faut prendre le temps de bien annoncer et d'intégrer chaque partie de l'entreprise sans oublier personne. Mais effectivement, l'état des lieux va servir, les formations vont servir parce que les gens ne veulent pas, parce que souvent ils n'ont pas les compétences. On les sort de leur zone de confort, hein. Je suis manager, on m'a demandé d'animer la sécurité. J'ai jamais fait ça, etc., etc. Donc, voilà, on accompagne effectivement, mais si je devais garder un mot de tout ça, c'est donnons du sens et la finalité. La conséquence, si on ne fait pas ça, c'est quoi? Ben, on a des blessés, on a des accidents graves, parfois mortels dans les entreprises. On ne veut plus de ça. Donc, euh, mettons quelque chose en place pour se donner toutes les chances de réussite. Quelle belle conclusion, ça pourrait être un beau slogan pour Inforisque quand même. Parce que donnons du sens
et participons et continuons là-dessus pour lutter contre cette prévention des risques. Et ça, c'est quand même excellent. Euh, un petit mot pour conclure quand même, parce que nous voilà un petit peu au bout, et puis il faut que chacun puisse aller déjeuner. Un petit mot de conclusion, Grégory. Bah, merci encore une fois donc pour cette invitation-là. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment convaincus. Enfin, je pense que quand on fait ces métiers-là, il y a une part de notre histoire, une part de personnel, je pense, dans la motivation à faire ça et dans l'envie de faire ça. Nous, on est absolument motivés, on a ça, on a chevillé au corps, en fait, cette motivation de culture sécurité et de changer les comportements. Moi, des fois, j'ai du mal à changer le comportement de mes filles qui ne m'écoutent pas. Et j'essaie de conseiller des entreprises à changer une culture sécurité. Vous voyez, donc, il faut rester humble. En fait, je pense que l'humilité dans ce sujet-là, c'est, 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 euh, c'est à garder en tête. Euh, mais surtout, l'objectif final qu'il faut avoir en tête et les conséquences. Donc voilà, on fait tout ça pour réduire les accidents du travail et on est tous d'accord pour le faire. Donc voilà, la conclusion, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un petit peu, mais euh, le sens, c'est la conséquence. Donc si j'ai compris le sens, j'éviterai les conséquences. Bon, eh ben, écoutez, sur ces mots, et puis c'est, oui, une certaine profondeur, et je trouve ça bien quand même que, voilà, on reste entre personnes impliquées dans ce que l'on fait, chacun à notre niveau. Donc, il me reste tout de suite, eh ben, il me reste encore à vous remercier tous pour votre participation. Vous avez été nombreux, comme toujours, et c'est quand même une belle chose, et on en est vraiment très fiers au niveau des équipes d'Inforisque voilà, d'essayer de vous fournir un contenu toujours de qualité. Bien entendu, vous retrouverez donc d'ici la fin d'après-midi le replay pour ceux qui auraient pris en cours de route. Et puis effectivement sur notre plateforme, sur le site internet d'inforisque.fr et bien sûr sur sur nos différents supports podcast maintenant également et sur notre chaîne YouTube. Eh bien, en tout cas, merci à tous pour cette participation. Avec une petite précision, c'est que vous allez être contacté. On va lancer une petite initiative où vous allez être contacté téléphoniquement par des personnes d'inforisque parce qu'on aimerait bien avoir aussi votre perception de ces webinaires et de savoir un peu ce que vous avez apprécié, pas apprécié. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Grégory, Merci à un tous. immense merci pour ce temps passé ensemble. Et puis, bon appétit et une bonne journée. Bonne journée à tous.